Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Paris Games Week, la chaîne Twitch de la Paris Games Week, la nouveauté de cette année, mais surtout bienvenue sur le stand de France eSport. Donc on a la chance cet après-midi de recevoir deux des acteurs incontournables de cette fin d'année, avec une annonce que vous avez tous suivie entre la Karmine Corp et la collectivité Grand Paris Sud. On a la chance d'accueillir deux invités d'honneur dans le cadre de ce contexte, dans le cadre de cette annonce. D'abord le président de Grand Paris Sud, je vais demander à Michel Bisson de nous rejoindre. Voilà, Michel, je vais te demander de t'asseoir. Et également le patron, le CEO de la structure Karmine Corp, donc Arthur Perticos, qui va venir aussi nous rejoindre et s'asseoir avec nous. Donc restez connectés. Pour ceux qui veulent suivre, connectez-vous à la chaîne de la Paris Games Week sur Twitch pour pouvoir écouter dans de bonnes conditions cet échange. On va commencer d'abord évidemment par rappeler le contexte. Donc lors d'un très grand événement, peut-être le plus gros événement français, européen et mondial, le KCX3, le Grand Paris Sud, donc la collectivité Grand Paris Sud et la grande équipe Karmine Corp ont annoncé leur partenariat dans le cadre de l'ouverture de, on va dire, la première expérimentation, si on peut appeler ça, d'accueil d'une équipe professionnelle e-sport dans un stade. On est là pour décrypter un peu tout ça parce qu'il y a tellement d'informations qui ont circulé sur les réseaux au sujet de ce partenariat qu'on voulait tout simplement en savoir un peu plus. Alors, on va commencer par Michel. Michel, si tu veux bien prendre le micro. J'ai quelques questions qu'on m'a préparées en régie, donc je vais te les délivrer. D'abord, qu'est-ce qui a motivé la collectivité et le président de la collectivité à s'orienter sur un tel partenariat, surtout avec de l'e-sport dans un stade? Alors il y a à la fois la question du pourquoi le e-sport et la question pourquoi la Karmine, même si la Karmine c'est évident pour tout le monde. Voilà. Là il y avait évidemment pas photo comme on dit. Peut-être tout d'abord pourquoi le e-sport? Je crois que tout simplement parce qu'on est sur un territoire qui est un territoire très jeune et donc on a une attention particulière parce qu'on considère que ce territoire regorge d'énormes talents, mais que ces talents nécessitent d'être évidemment compris et accompagnés. Et donc à travers le e-sport, à travers le numérique est un fait. Le e-sport évidemment en fait tout à fait partie. Et il était important pour nous à la fois de comprendre et d'accompagner. Comprendre et accompagner, ça signifie tout simplement, pour prendre des exemples concrets, accompagner les décrocheurs. Ils sont assez nombreux dans notre pays. Et donc accompagner les décrocheurs, ça veut dire leur remettre le pied à l'étrier. Et la manière de leur remettre le pied à l'étrier, c'est simplement d'utiliser le e-sport. Le e-sport parce que le e-sport, ça permet de développer énormément de compétences, des compétences qu'il faut valoriser. Et en valorisant ces compétences, bien évidemment, on redonne confiance et ça permet d'intégrer des jeunes. Et donc on a des expériences, ça s'appelle Level Up. On avait 2 cohortes d'une douzaine de jeunes qui pendant 3 mois de nouveau ont remis le pied à l'étrier. Mais ça correspond aussi aux jeunes qui suivent un parcours scolaire, j'allais dire plutôt linéaire. Donc on peut les appeler les accrocheurs. Et eux, on a aussi besoin de développer la culture numérique, donc la culture scientifique, une culture qui permet de raisonner et d'éviter toutes les théories complotistes, mais qui permet aussi de tendre vers l'égalité filles-garçons, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en matière de formation supérieure et scientifique, ce sont plutôt des garçons qui y vont plus que des filles, et ça n'est absolument pas normal. Donc nous nous sommes donc emparés du sujet du gaming, du e-sport, à travers une politique publique qui d'abord est une politique publique éducative. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Elle se décompose d'une certaine manière de la manière suivante, à travers une politique publique qu'on appelle le savoir y jouer, c'est-à-dire celle qui permet de prévenir tous les risques que les parents décèlent derrière évidemment nos adolescents qui pratiquent à la fois le surpoids, le repli sur soi, le harcèlement, qui est évidemment un sujet important, mais en même temps évidemment la capacité à valoriser toutes les compétences qui sont énormes, des compétences de dextérité,
des compétences de stratégie collective, de capacité à décider très rapidement, qui sont des compétences qui sont hors radar éducation nationale, puisqu'ils ils obligent une autre logique que les logiques qui sont des logiques déductives qu'on apprend à l'école. Là, on est sur des logiques où on apprend par l'échec, on se trompe une fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est ce que permet le jeu, c'est évidemment très précieux, et c'est des compétences qui sont éminemment utiles dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, et c'est ce qu'il nous faut évidemment mettre en valeur. Et puis, deuxième élément important, c'est des lieux, parce que on joue dans sa chambre et c'est très bien, mais il nous faut jouer aussi dans des lieux où on se regroupe, où on partage, où on échange, où on socialise, où la pratique amateur peut émerger, où la pratique amateur peut être encadrée. Donc ça, c'est le deuxième axe de notre politique publique. Puis le troisième axe, eh bien, on va y venir, ce sont les arènes, à travers une salle de 3000 places, dédiée à la culture, dédiée au sport, mais qu'on a souhaité voire dédiée aussi au spectacle de e-sport, et c'est pour ça que nous sommes en train de l'équiper, et c'est là où la belle rencontre s'est faite. Mais peut-être une question pour Arthur maintenant. Non, attends, peut-être juste pour finir. On a beaucoup parlé de socialisation, d'éducation. Est-ce qu'il y a une portée économique quand même dans elle est absolument énorme. Aujourd'hui, nous avons besoin, souvent à l'échelle de notre pays, on dit qu'il faut retrouver de la souveraineté. Il faut retrouver de la souveraineté industrielle. La souveraineté industrielle, il y a évidemment plusieurs champs. La génomique, l'écologie et le numérique. Et à l'intérieur du numérique, il y a évidemment tout ce qui est jeu, tout ce qui est intelligence artificielle, pour reprendre des termes qu'on emploie assez fréquemment. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui fait évidemment partie du e-sport dans la conception même des jeux. Et notre pays doit pas être à la remorque des États-Unis et de la Chine, mais doit être partie prenante, et évidemment, de ce mouvement-là. Et je pense en structurant la filière du e-sport, ça permet des retombées économiques et en matière de formation. Le rôle qui doit être le nôtre est un rôle éducatif, je l'évoquais tout à l'heure, à travers les politiques notamment publiques du savoir y jouer, doit être un rôle de régulateur, et aujourd'hui, quand la TVA passe à 5,5, c'est de la régulation et c'est très bien, mais il faut aller bien plus loin. Il y a à la fois les droits télé, ça viendra, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui le modèle économique n'est pas structuré, que le modèle économique aujourd'hui rapporte surtout aux éditeurs de jeux. Évidemment, c'est normal, ils font tout le travail de conception, mais il doit y avoir des retombées pour la pratique amateur, par exemple. Donc là, il y a un sujet. Et puis le troisième sujet important, c'est l'innovation. On sait que quand on est présent sur ce sujet-là, eh bien, on développe de l'innovation. On développe de l'innovation qui est de l'innovation technologique, mais on développe de l'innovation en termes de formation, et on développe de l'innovation pour tous les jeunes, y compris les jeunes, je dirais, et moi j'y suis très attaché, qui sont des jeunes de banlieue, avec certes des fragilités, mais des talents qui sont énormes. Donc on leur donne, d'une certaine manière, la capacité à porter cette innovation, parce que l'innovation dans notre pays, elle sera demain d'abord portée par l'ensemble des jeunes et par les jeunes de banlieue. Merci Michel. Maintenant, effectivement, on va poser une question à Arthur. Je te laisse lui transmettre le micro. D'abord, pourquoi? Alors, tu sais, la première fois qu'on m'a parlé de ce projet, j'en parlais avec un des collaborateurs de Michel, Christophe, qui m'a parlé de ce projet. Il dit: est-ce que tu penses vraiment que la fameuse Carmine Corp va aller s'enterrer à Évry, Courcouronnes, c'est ça? Et pourquoi avoir choisi Grand Paris Sud? Pourquoi pas le 16e arrondissement de Paris? Parce que je pense que déjà, pour comprendre la Carmine Corp, il faut comprendre qu'on est une entreprise réellement à taille humaine. C'est-à-dire que on prend pas toutes nos décisions sur des bases d'analyse seulement business ou marketing. On prend aussi nos décisions sur à quel point les gens avec lesquels on travaille, et c'est drôle, j'avais cette discussion avec un sponsor ce matin même, à quel point les gens avec lesquels on travaille valorisent et respectent ce qu'est en train de devenir la Carmine Corp, son impact, et se reconnaissent dans les valeurs qu'on essaye de déployer. Et la simple dernière phrase de Michel sur le fait que c'est depuis les quartiers que l'innovation, la création, le monde de demain va s'écrire. Rien que ça, déjà, ça veut dire beaucoup pour nous. À titre personnel, je vois que nous, et tous les gens qui parlons là et qui avons la chance d'être diffusés quelque part, on est un peu dans notre château. Notre métier, c'est de redescendre le pont-levis pour que tout le monde puisse rentrer. C'est d'ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait des gens qui puissent s'insérer. C'est que les cheminées permettent de se glisser. Parce que la création qui va transformer la France, elle vient de là. Et donc, naturellement, quand on voit le monde comme ça, on se dit pas que pourquoi on va s'enterrer à Évry-Courcouronnes. C'est Dieu merci,
il y a des endroits comme Évry-Courcouronnes où on peut aller là où les choses se passent. Et c'est plutôt comme ça que nous on le voit. Merci, c'est très louable. Hein. Effectivement, vous auriez pu vous dire, nous sommes Carmine Corp et nous allons rester avec l'élite parisienne. Et donc non, vous avez décidé de vous rapprocher. Je crois nous sommes même pas l'élite parisienne. Mais oui. Donc on peut pas rester dans un endroit qui n'est pas le nôtre. On est un club, un club du Grand Paris. Oui, oui. Ça c'est sûr. On est parisien au sens le plus vaste de ce qui existe. On est francilien au sens le plus vaste qui existe. On n'est pas du 10e arrondissement ou du 8e. En plus, je crois qu'il y a un lien particulier entre Évry-Courcouronnes et la Carmine Corp. C'est pour ça que c'est encore plus naturel. Kamel vient donc de Corbeil-Essonnes, qui est dans l'agglomération Grand Paris Sud. Il y a une forme d'évidence. Ce projet, on le répète à chaque fois, il y a une évidence. Ça a pris très peu de temps à se faire. On s'est rencontrés sur Vivatech, sur le stand de Francisport. Donc c'était il y a quoi, 3 mois, 4 mois? Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas. Et tout s'est fait à une vitesse folle. Pourquoi? Parce que sur les fondamentaux, on était d'accord. Sur le respect partagé, on était d'accord. Sur les choses que chacun apporte, on était d'accord. Donc à la fin, il y a juste le plus long, c'est de trouver des moments pour se voir et caler les réunions. Mais derrière, ça va très vite. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, au-delà de ce lien particulier, quelle est la vision par rapport à un projet comme celui-ci, sur quelles retombées tu imagines pour la structure Carmine Corp? Alors si j'étais simplement orienté chiffre d'affaires, je dirais que ma croissance de 2026 est 100% liée à ce lieu. Et donc on est en préparation de cette accélération-là. Mais si je prends un peu de recul, nous, notre objectif à la Carmine, c'est de réunir au maximum les gens. Donc on a la capacité phénoménale de le faire à travers les écrans. Ces réunions digitales qui sont autour du live de Kamel principalement, quand nos équipes jouent ou quand lui joue avec ses collègues de la Kameto TV. Mais on est très très fort sur cette réunion de gens dans le monde digital. Dans le monde réel, on a développé une expertise, entre autres avec les KCX. Et c'est cette expertise qu'on veut déployer. On veut démultiplier les moments de rencontre entre les gens. J'ai envie qu'il y ait des gens qui se rencontrent dans ces moments-là. J'ai envie que des gens qui vivent leur passion solitaire de la Carmine puissent aller au KCX et rencontrer des gens et se dire mais j'ai hâte de revenir au prochain pour retrouver ces mêmes personnes. On est un vecteur de lien et au-delà du business, du chiffre d'affaires, de la croissance, de tout ce que ça peut apporter, avoir son propre lieu, co-géré évidemment, ça apporte énormément parce que c'est l'assurance qu'on va démultiplier les moments de rencontre. Et donc les moments où les gens vont partir le soir avec des étoiles dans les yeux en disant la Carmine c'est quelque chose quand même. Comme un jeune qui va pour la première fois au Parc des Princes avec son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur et qui repart en disant à ses potes d'école j'ai vu Mbappé, le Parc des Princes c'était quelque chose. Bah nous on veut créer ça et donc on prépare ça pour les 10 prochaines années. Merci. Je me retourne vers Michel. Alors, à ton avis Michel, quelles sont les opportunités, mais très concrètes, très pratiques, quelles sont les opportunités que peut apporter ce nouveau partenariat sur le territoire? Je reprends les mots bien volontiers d'Arthur, créateur de liens. Je crois que très rapidement, entre la Carmine et le territoire, une histoire d'amour est née. Voilà. Mais une histoire d'amour assise sur un socle de valeurs, qu'on partage parce qu'on croit en la jeunesse. Je crois que ça a été évidemment très bien dit. Et que les valeurs qui sont portées par la Carmine dépassent évidemment très largement le jeu, pour être des valeurs humaines, des valeurs qui sont là pour donner confiance en la jeunesse, pour lutter contre les fléaux, contre le racisme, contre l'homophobie, contre le harcèlement. Et ça fait partie évidemment de leur fibre. Et rapidement là-dessus, évidemment, on s'est retrouvés. Et à partir du moment où on est d'accord sur ces valeurs-là, je crois que l'essentiel y est. Et ensuite, la force évidemment de la Carmine, c'est d'avoir trouvé le moyen. Et le moyen, c'est le lien et la communauté. Voilà, la communauté. Une communauté basée sur le jeu, mais qui va bien au-delà du jeu, qui utilise à la fois le sport, qui utilise la musique, qui utilise tout ce que les jeunes, évidemment, on pratique ou ont envie, tout simplement, pour qui ils ont envie de se passionner. Et je crois que c'est cet esprit communautaire très horizontal qui est à la fois la force, évidemment, de la Carmine, avec... en même temps, beaucoup d'humilité, c'est-à-dire il n'y a pas
Voilà, il y a vraiment beaucoup de passion, mais il y a aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de respect de la dignité de chacune et de chacun. Et ça, je crois que c'est une force absolument extraordinaire. Et dans notre monde, ce dont nous avons besoin, quels sont les deux grands enjeux de notre monde? Un, c'est le réchauffement climatique. Très bien. Et deux, c'est la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, elle passe par des liens. Elle passe donc par un esprit communautaire, mais communautaire au sens assis sur des valeurs républicaines. Et moi, ce qui m'a ému profondément, c'est que sur tous les spectacles auxquels j'ai pu assister, à un moment donné, les jeunes, spontanément, quels qu'ils soient, chantent la Marseillaise. Personne ne leur demande de chanter la Marseillaise. Ils chantent la Marseillaise, ce qui veut dire que ça correspond à quelque chose et qu'ils incarnent évidemment un certain nombre de valeurs. Ils l'expriment à leur manière, les valeurs. Et ça, c'est absolument d'une richesse absolument inouïe. Et ce dont on a besoin pour créer cette cohésion sociale, c'est ces lieux de lien. Et je crois que la Carmine, à travers sa communauté et à travers le mariage évidemment avec cette salle qui va devenir, qui est la référence mondiale en termes de salle pour, comment dire, une équipe résidente, je crois que c'est en train d'ouvrir des portes. Et moi, j'imagine même pas ce que ça peut donner. Je crois que ça va nous dépasser, je l'espère en tous les cas. Ça va nous dépasser parce que il y a dans cet esprit communautaire, il y a, comment dirais-je, une intuition sur le fonctionnement de la société d'aujourd'hui et de demain. Je crois que c'est ça qui est extrêmement fort. Et moi, je l'ai perçu à travers la Carmine, et je le disais à un journaliste sur FR3 cette semaine, ça m'a profondément inspiré sur mes modèles de démocratie locale. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir, mais je m'inspire de cette horizontalité et de cette création de communauté. Je crois que le monde va fonctionner de cette manière-là, encore une fois, à condition que ce soit assis sur des valeurs, à condition que la dimension éducative, évidemment, soit présente à tous les étages. Et ça, c'est notre rôle. Et c'est en ça que notre partenariat est très fructueux, parce que voilà, chacun avec ses objectifs et on le fait très bien, mais en étant d'une complémentarité absolument inouïe et avec cette volonté de porter aussi cette innovation, cette régulation d'un domaine qui est en plein essor et sur lequel nous espérons en tirer tous les fruits. Et encore une fois, l'objectif qui est vraiment le nôtre, c'est la jeunesse, quoi. Oui, parce qu'on croit en la jeunesse, et qu'on a trouvé avec la Carmine, je dirais le diamant, tout simplement, qui permet de la mettre, de la mettre en valeur, voilà, de la mettre en valeur. Et notre rôle là, c'est de comprendre, c'est d'accompagner, c'est de réguler, c'est de favoriser l'innovation. Mais voilà, okay. Moi, je suis heureux de ce mariage. Alors, je vais rentrer dans le dur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en savoir plus sur en général, c'est pour moi les questions difficiles. Le montage de cette opération. Voilà, c'est pour moi, ça c'est sûr. Beaucoup de monde se pose la question. Quel est le modèle économique? Qui paye quoi? Qui gagne quoi? Est-ce que alors évidemment, j'imagine qu'il y a certaines clauses confidentielles dans ce partenariat, mais notre public serait intéressé de savoir quel est le montage économique, comment vous répartissez les dépenses et les recettes, comment ça marche? La Carmine est une grande communauté, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est aussi une équipe professionnelle. À partir du moment où elle utilise une salle qui est une salle qui a été financée par du public, c'est un peu comme le PSG, le Parc des Princes, elle se doit de payer une location. Donc la Carmine va payer une location. Mais ce dont nous avons besoin, nous, en tant que territoire, c'est de la Carmine pour aller plus loin en matière éducative, puisqu'on a besoin de lieux, encore une fois, et on a besoin de porter des politiques éducatives. Et l'image, le savoir-faire, le savoir-être de la Carmine est évidemment éminemment important pour nous. Donc, ce que l'on demande à la Carmine, c'est d'être présent, alors aux arènes bien sûr, mais pas seulement aux arènes, sur d'autres lieux à créer, pour porter d'une certaine manière cette bonne parole. Et donc le modèle, évidemment, va s'équilibrer. Arthur, tu veux rajouter quelque chose peut-être? C'est un partenariat, mais c'est important. Le terme, c'est partenariat. On n'est pas simplement des locataires d'une salle. Ça, on peut le faire avec n'importe qui. On a un partenariat entre une agglomération et un club, et donc ça rejaillit sur chacun participe, apporte dans la dot un certain nombre de choses, est rémunéré en fonction, et ensuite on trouve plus ou moins un équilibre en fonction des moments, des années, et ça va se développer chaque année là-dessus. Mais c'est un modèle qui est très sécure aussi pour la Carmine, dans les conditions qu'on a demandé, parce qu'on est un jeune club, parce qu'on est un club qui vise la rentabilité, parce qu'on est un club qui ne lève pas des fonds pour ce stade. Donc on doit trouver un modèle économique, et on a trouvé un modèle économique parce qu'il y a une bonne compréhension de la particularité du moment dans lequel la Carmine est.
et ce qu'on peut aussi apporter. Donc aujourd'hui, on le dit ici, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux, vous n'êtes pas propriétaire du stade. Alors non, on n'est toujours pas propriétaire, comme le Parc des Princes n'appartient toujours pas au PSG, même si il y a des sujets. Mais je trouve que l'exemple du PSG est hyper intéressant parce que ça permet à des gens qui connaissent peut-être moins le modèle particulier de comprendre. Puisque évidemment là il y a toutes les discussions, est-ce que le PSG va racheter le Parc des Princes, mais non, mais alors est-ce qu'ils vont aller au Stade de France, etc. Bon, nous évidemment, nous ne sommes pas propriétaires, oui nous n'avons pas payé qu'à 40, 50, je ne sais combien de millions d'euros de travaux, on n'a même pas la capacité d'être les gestionnaires. Je vais pas avoir un collaborateur ou une collaboratrice qui est directeur ou directrice de cette salle, ça n'a aucun sens. On est le seul club résident de ce lieu, ce qui de facto en fait notre stade, là où on se sent chez nous. Mais ce stade appartenant à une agglomération, l'agglomération et les villes qui sont représentées auront la capacité de faire des événements de leur part et on en est très 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 heureux. Et sans cette partie-là, nous n'aurions pas pu avoir un stade. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité d'être propriétaire d'un stade, pas du tout. Donc le fait qu'il y ait d'autres événements parallèles à ceux de la Carmine, c'est le moyen d'avoir un stade à la Carmine. Ouais, c'est très très clair. Deux petites questions. Combien d'événements par an vous anticipez pour 2024 alors plutôt 2025, je pense que 2024 sera plus une année de lancement. On va y aller crescendo. 2024, c'est une année de lancement, donc quelques événements pour se tester. On va tester les modèles différents d'événements. On va voir comment ça fonctionne, les répartitions de tâches. Et ensuite, on va monter crescendo avec un objectif qui est entre 12, 15, 18 événements. Donc entre 1 par mois et 1,5, on va dire, par mois en 2026. C'est l'objectif. Comme tout objectif, il est par essence ambitieux et ensuite on court pour atteindre l'ambition. Mais on joue 250 matchs par an à la Carmine. On a 7 équipes sur 6 jeux. L'année prochaine, avec la LEC, on a encore des matchs en plus. Donc on a la capacité de proposer beaucoup d'expériences. Le but, c'est que tous les jeux soient représentés, toutes les équipes soient représentées, qu'il y ait évidemment des matchs féminins et des matchs masculins. Peut-être qu'il y aura des journées avec plusieurs matchs. Il y aura aussi des moments où on pourra faire aussi des animations avec... la société sœur de la Carmine, la KTV, on va voir. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et organisées là-bas. Et on se met surtout pas la pression. On a plein de choses à faire, mais ça va être top. Je suis très curieux. C'est une curiosité personnelle. Comment ça a été accueilli par les éditeurs de jeux, les propriétaires de ligues, par exemple? Tu parles de la LEC, de la LFL. J'imagine que c'est pas si simple que l'une des équipes de circuit puisse jouer ses matchs dans son propre stade. Je pense qu'il y a deux. En tout cas, moi, j'ai vu deux types de réactions. La première, c'est la réaction des êtres humains fans d'e-sport qui étaient bluffés. Et ils peuvent travailler chez Riot pour la LEC, pour la VCT ou chez Webedia où il y a le fan qui dit mais waouh, ok, c'est possible. Donc ça, c'était la réaction unanime. Tout le monde a commencé par ça. Et ensuite, il y a la casquette professionnelle qui se remet en mode bon, attends, comment ça se passe, c'est quoi les règles, les machins, n'oublie pas, t'as signé cet alinéa dans le contrat, tu peux pas tout faire, etc. Et ça, c'est jeu, c'est normal. Mais on a déjà eu des retours extrêmement positifs d'éditeurs et d'organisateurs qui étaient prêts à modifier les règles globales des tournois pour nous autoriser ci et là à avoir des moments dans notre stade. Donc, on a ouvert une porte, c'est comme d'habitude, on ouvre des portes, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver derrière, mais pour l'instant, tout ce qu'on trouve est positif. Donc on pourrait imaginer, pourquoi pas, une soirée de LEC en live. Alors, je ne parle jamais au nom de Riot. C'est un souhait. Et en tout cas, on fera le maximum pour que l'intégralité de nos équipes puissent jouer chez nous. D'accord. Donc évidemment, ça inclut des discussions là-dessus. Après, c'est pas simple. C'est des projets qui sont long terme, qui sont compliqués. C'est des discussions qui sont long terme. On va faire le maximum, mais sans pression, sans harcèlement. Voilà, le but, ce sont nos partenaires et on veut juste que nos partenaires se sentent à l'aise aussi avec l'évolution de la Carmine. Ok, une dernière question pour toi et après on reviendra à Michel. J'ai entendu parler d'une boutique dans ça. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors il y a un espace qui sera effectivement dans un premier temps une boutique éphémère, le temps qu'on se rende compte s'il y a la capacité d'avoir une boutique, on va dire tous les jours à Évry-Courcouronnes. Mais il y aura effectivement une boutique éphémère à minima tous les soirs et les veilles de match pour évidemment faciliter l'acquisition de merchandising. Les fans sont toujours très attentifs là-dessus et puis on va voir comment ça peut évoluer. Mais le sujet du physique à la Carmine n'est pas qu'un sujet d'événementiel. On a beaucoup de réflexion là-dessus. On veut rendre physique le maximum parce que ce qui est physique existe beaucoup plus que ce qui est volatile, digital. Et donc on se doit de développer le maximum de possibilités là-dessus. Donc on a des pistes et évidemment
l'accès aux arènes facilite aussi la partie boutique, donc on va essayer d'en bénéficier au maximum. Merci Arthur. Michel. On a entendu Arthur qui nous expliquait qu'il allait bloquer une dizaine, une douzaine, une quinzaine de soirées. Qu'est-ce que ça change pour la ville, pour le stade? J'imagine qu'il a fallu faire de la place, parce qu'on a chassé le judo, le basket, le handball. Comment tout ça s'est orchestré avec, j'imagine, une programmation qui existait déjà précédemment? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Une bonne vingtaine d'événements, comme Arthur vient de les préciser, rentrent sans difficulté dans la programmation des arènes. Ceci d'autant plus que quand il s'agit de programmer des spectacles culturels, c'est un an et demi avant qu'il faut s'y prendre. Là, il y a certainement des dates à bloquer, mais il y a une souplesse liée au e-sport qui va permettre de faire rentrer les choses sans aucune difficulté. Et je pense que ce qui nous dépassera, c'est le succès. Oui. À un moment donné, je pense que ce qu'on imagine aujourd'hui risque de nous dépasser. Enfin, voilà. L'intelligence d'Arthur, j'ai pas de doute, et tant mieux. Et un jour, Arthur viendra et nous dira, ça s'appelle les arènes, mais c'est plutôt les e-arènes qu'il faut appeler ce lieu-là, parce que tellement ça aura pris de succès. Voilà. Pourquoi pas les arènes dans le multivers, comme on dit. Voilà, c'est ça. Une dernière question. C'est très bien, là, on est tous sous le charme de cette annonce au mois de septembre. On est parti pour combien de temps? 3 ans, 5 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà été discutées ou on y va et puis on verra? Oui, on discute d'une durée 3 ans, 5 ans en ce moment. 3 à 5 ans. Ce que je crois et d'une certaine manière ce que j'espère, c'est que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la partie éducative, régulation, innovation, vont prendre une dimension tellement importante que demain, la petite salle de 3000 places sera trop petite pour la Carmine. Oui, il faut vraisemblablement, faut le préciser, voilà, c'est 3000 places. Voilà, donc il faudra 30 000 places. Il faudra imaginer autre chose. Voilà, donc où on aura été une étape et on en aura été heureux, ou bien on continuera et puis on imaginera d'autres projets. En tous les cas, je crois que ce partenariat est un partenariat, encore une fois, comme il est assis sur des valeurs. Il parie sur la jeunesse, il parie sur cette nouvelle société, ce nouveau paradigme, ce nouvel imaginaire qu'on est tous en train de chercher, mais dont la méthode est là. Encore une fois, grâce à l'authenticité de Kameto. Voilà, je crois que c'est ça. Il a une authenticité qui absolument séduit tout le monde. Il y a le talent de Prime, et puis encore une fois, il y a évidemment l'intelligence d'Arthur. Et je crois que tout ça, avec un territoire qui est encore une fois là pour porter cette dimension éducative, mais aussi pour dire tout ça doit se réguler de manière à ce que tout le monde y trouve évidemment sa place et porter l'innovation. Donc on est dans une dimension qui dépasse le territoire, on est dans une dimension nationale, et puis peut-être finir aussi que tout ça n'a été possible aussi que grâce à Francis Sport, à toi Désiré, à ton docteur ES Sport, à Nicolas qui est là, fameux, voilà. Oui, qui est là. Et parce que je crois que ça nous a beaucoup fait mûrir, et je crois que si on a compris qu'il nous fallait mettre des politiques éducatives et combien ça pouvait évidemment apporter à la jeunesse, c'est aussi beaucoup grâce à Francis Sport. Voilà, donc énorme merci. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Arthur. J'ai encore plein de questions, mais on aura l'occasion de se retrouver. J'espère juste que les équipes qui ont déménagé à Berlin ne vont pas être obligés de revenir en catastrophe s'installer à Évry. Ça va être un peu de logistique à gérer. Mais oui, beaucoup d'autres questions. Je pense qu'en plus on aura l'occasion d'avoir des remontées du public et qu'on aura l'occasion d'ici l'été 2024 peut-être de se revoir et de rediscuter de l'avancement de tout ça. Des arènes. Sur le site des arènes, pas de problème. On viendra sur place pour découvrir un peu l'avancement du projet. Merci à tous les deux et puis bonne chance pour ce formidable projet.